Alors, parlons du style de leadership directif. C'est un sujet fascinant. C'est un style puissant, souvent controversé, mais qui, dans certains cas, est absolument essentiel. On va plonger là-dedans ensemble pour comprendre pourquoi ce qu'on appelle le leader commandant est bien plus qu'un simple donneur d'ordre. Suivez le plan et faites ce que je vous dis. Ouf! Ça met la table, hein? C'est l'essence même du style directif. C'est direct, il n'y a aucune ambiguïté, l'attente est super claire, la direction est donnée. Pas de place pour l'interprétation, juste pour l'exécution. Bon, soyons honnêtes. La première réaction en entendant ça, c'est souvent de penser à une image négative. On imagine tout de suite le portrait d'un genre de dictateur, d'un gestionnaire autoritaire qui contrôle absolument tout et qui, au fond, ne fait confiance à personne. C'est vraiment le stéréotype classique. Mais, et si on changeait de perspective un instant? Imaginez un navire en pleine tempête, dans des moments de turbulence, de crise ou démarrage d'un projet complexe. Est-ce que ce n'est pas exactement ce genre de leader qu'il faut? Un capitaine qui prend la barre avec fermeté pour guider tout le monde à bon port. D'accord. Pour vraiment bien comprendre, il faut aller au-delà des clichés. On va décortiquer ce style, regarder de plus près l'anatomie du profil de ce leader qu'on appelle le commandant. OK, ce style-là, il se reconnaît à quelques comportements clés. On voit bien les traits principaux. Très peu de place laissée à l'initiative, des actions qui sont imposées, un contrôle assez serré surtout, et oui, souvent, de la microgestion. Les consignes, en fait, deviennent des ordres. Et ça, c'est super intéressant. Ça montre comment la communication devient un véritable outil de précision. Le contenu, c'est simple. Ça se concentre sur le qui fait quoi, quand et comment. Pas plus. Les émotions, elles, sont contrôlées, neutres, des fois même un peu froides. Ce type de leader est toujours préparé, avec un plan structuré, souvent même fourni par écrit pour être sûr que tout est clair. C'est là qu'on peut aussi voir ce leader comme un chef d'orchestre. Pensez-y. Il analyse les besoins, il répartit les tâches selon les forces de chacun et s'assure que tout le monde joue sa partition en harmonie pour arriver au résultat. Le but ultime, c'est l'efficacité collective. Bon, maintenant qu'on a bien défini le profil, regardons dans quel contexte bien précis ce style de leadership révèle toutes ses forces. Parce que oui, il en a. C'est vraiment une approche redoutable quand une direction ferme et claire est nécessaire. En situation de crise, au tout début d'un projet, face à un événement urgent et imprévu, c'est l'outil parfait. C'est aussi très efficace avec un nouvel employé qui a besoin d'être guidé ou avec une équipe qui est en difficulté ou qui manque de compétences, par exemple. Et l'impact psychologique, il ne faut pas le sous-estimer. Il peut être très positif. Au milieu du chaos, ce leader amène une structure qui sécurise les gens. En donnant une direction limpide, il réduit l'anxiété et il offre à l'équipe un chemin tangible vers la réussite. Ça peut même créer un engagement très fort qui est basé sur la confiance dans le plan du leader. Par contre, cet outil-là, aussi puissant soit-il, a un côté plus sombre. Quand il est mal utilisé ou surtout surutilisé, les conséquences peuvent être vraiment négatives. Utilisé à outrance, ça mène presque toujours à la démotivation, à de la résistance, ça étouffe complètement la créativité, ça freine l'initiative et ça a tendance à ignorer les besoins émotionnels des employés. L'équipe, elle, ne se sent plus en confiance et peut avoir l'impression de travailler sous une sorte de dictature. C'est ici que la distinction est absolument cruciale. Les mêmes actions peuvent être perçues de manière totalement différente. Si elles partent d'une base de confiance, elles vont amener de la structure et de la sécurité. Mais si elles sont basées sur la peur, ça devient un abus de pouvoir qui va freiner l'autonomie et se concentrer seulement sur le résultat, sans tenir compte des efforts et du progrès. Et tout ça, ça nous amène au concept le plus important, l'art de l'adaptation. La vraie sagesse d'un leader, ce n'est pas dans le style lui-même, mais bien dans sa capacité à choisir le bon outil au bon moment. En fait, il n'existe pas de style de leadership idéal qui fonctionne tout le temps. Non. Les leaders les plus efficaces, ce sont de vrais caméléons. Ils adaptent leur approche en fonction de la situation, mais surtout en fonction du niveau de maturité de leur équipe. Le modèle de Hersey Blanchard l'illustre à la perfection. Face à une équipe qui a une faible maturité, c'est-à-dire qui ne sait pas comment faire et qui n'a pas non plus la motivation, eh bien, le style directif, c'est la seule option viable. Le leader doit donner des instructions claires, étape par étape. Et ensuite, à mesure que l'équipe grandit en maturité, le style doit absolument évoluer vers la persuasion, la participation et à la fin, la délégation. Un grand leader, c'est donc si la situation exige une commande ferme ou une question ouverte. D'un côté, on a le directif centré sur la tâche et le contrôle qui est parfait en temps de crise. De l'autre, on a le participatif qui est centré sur les idées et le consensus, idéal pour l'innovation avec des équipes d'experts. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette analyse du leader directif? La question qui se pose, c'est
Faut-il commander ou faut-il inspirer? Le véritable objectif, en fait, ce n'est pas d'être un commandant en permanence. C'est de développer la maturité de son équipe pour pouvoir justement passer d'un style directif à un style de coach. Les leaders les plus efficaces, ce sont ceux qui guident leurs équipes vers l'autonomie, ce qui rend leur propre style directif de moins en moins nécessaire avec le temps. En fin de compte, la vraie maîtrise, ce n'est pas d'être un commandant, c'est de savoir quand commander. Et ça nous laisse avec une question importante. Dans quelle situation un leader devrait-il avoir le courage de prendre les rênes avec une telle fermeté?